Au mois de juillet 1544, la ville de Boulogne est assiégée par les troupes du roi Henri VIII. Les troupes royales, dirigées par le maréchal Oudard d'Hubiers, gouverneur de la Picardie, combattent au niveau de Montreuil-sur-Mer contre les troupes de l'empereur Charles Quint et du roi Henri VIII. En 1544, ce fut le maréchal Oudard d'Hubiers qui eut l'honneur d'ordonner chevalier le dauphin de France, le futur Henri II. Le 14 juillet 1544, Henri VIII débarque à Calais, avec 25 000 fantassins, 4 000 cavaliers et un grand nombre de canons. Renforcés par des hommes de la garnison de Calais, ces troupes commencent le siège de Boulogne le 19 juillet, sous la direction de Charles Brandon, le premier duc de Suffolk. La ville de Boulogne ne peut leur opposer que 1800 soldats environ, commandés par Jacques de Coucy, seigneur de Vervins, gendre du maréchal Oudard d'Hubiers. Parmi eux, 500 mercenaires italiens sont placés sous les ordres du capitaine Philippe Corse. Pour se défendre, Boulogne doit donc aussi compter sur ses bourgeois et sur ses manants dirigés par le mailleur, Antoine Heurvin, et sur la noblesse rurale venue se réfugier dans la cité. Le 18 juillet, la Haute-Ville était cernée. Entrent en action plus de 100 bombardes, coulevrines, fauconneaux, mortiers et canons. Il reste encore des vestiges du XVIe siècle, et notamment un boulet de canon encastré dans la tour Notre-Dame. La basse ville de Boulogne ne peut pas tenir longtemps. Elle est prise et saccagée le 21 juillet. Les combats font rage. La place forte de la Tour d'Ordre est conquise le 22 juillet 1544. La garnison de Boulogne tente quelques sorties, mais sans réel succès militaire. Le roi d'Angleterre, Henri VIII, s'installe à Terlington, probablement au château de Honvaux, et prend officiellement le commandement du siège. Pour interdire toute communication avec le territoire français au sud, les Anglais s'emparent du château d'Ardelot et s'implantent solidement sur le mont Lambert, dominant la cité. La haute ville de Boulogne est soumise à de continuels bombardements qui font de nombreux morts et blessés. En août, les combats s'intensifient. Le 14 août 1544, un boulet de canon fait tomber le clocher de Saint-Ulmer. Le 15 août, jour de l'Assomption, une bombe perce la voûte de l'église Notre-Dame de Boulogne et tombe dans l'église près de l'autel sans faire de victimes. Les deux voûtes du clocher tiennent bon, tandis qu'une partie de la voûte de la nef s'effondre. Le clocher est en flammes. Le 13 septembre 1544, le gouverneur Jacques Ier de Coucy de Vervins, persuadé que la situation est sans issue et soucieux d'éviter un bain de sang, envoie des délégués vers Henri VIII pour négocier une capitulation honorable. Le mailleur de Boulogne, Antoine Heurvin, les échevins, les bourgeois s'opposent à cette solution, car ils espèrent toujours être secourus à temps par l'armée que conduit le dauphin Henri. Ils veulent donc se battre jusqu'au bout, car ils craignent l'entrée des Anglais dans la ville. Le 14 septembre 1544, à 2 heures de l'après-midi, après 57 jours de siège et malgré l'opposition du maire Antoine Heurvin et de la population assiégée, Jacques Ier Coucy, seigneur de Vervins, gouverneur de Boulogne, signe la capitulation et remet les clés de la ville au duc de Suffolk qui commandait les troupes anglaises. Conformément aux accords conclus, les habitants quittent la ville. Un long cortège de 1927 femmes et enfants, 1563 piétons, 67 cavaliers et 87 blessés, soit au total 3664 personnes, se met en marche. Ces malheureux, partis pour la plupart vers Étaples et Abbeville, sont une proie facile pour les soldats anglais qui les dépouillent et violent femmes et filles. Dans la ville conquise, les Anglais pillent et ruinent les demeures et les églises. Le 18 septembre 1544, soit 4 jours après la reddition de Boulogne, est signé le traité de Crépy-en-Lannoy, qui met temporairement fin aux hostilités entre le roi de France et celui d'Espagne, ce qui ne facilitait pas les choses pour les Anglais installés à Boulogne. L'entrée triomphale d'Henri VIII dans Boulogne eut lieu le 25 septembre 1544. Il fit abattre la chapelle de Notre-Dame à l'abside de la basilique et la remplaça par une terrasse, d'où l'artillerie domina les abords de la porte flamingue, la porte de Calais. L'église Notre-Dame devient un arsenal et la tour décapitée de son clocher fut garnie de canons. Le 30 septembre 1544, une troupe de soldats français conduits par Montluc, de Thé et Fouxol mène à Boulogne une hardie camisade. Une camisade est une attaque de nuit où les soldats revêtent sur leur armure une chemise blanche afin de se reconnaître. Montluc et les soldats s'emparent de la basse ville. Ils tentent vainement de s'infiltrer dans la haute ville et doivent finalement évacuer la première en laissant de lourdes pertes. La camisade de Blaise de Montluc échoue, et le roi de France sait désormais que reprendre Boulogne ne sera pas une mince affaire. La ville est mise à sac, les archives sont emportées en Angleterre ou bien détruites. Les Anglais se livrent à toutes sortes d'excès. L'église Notre-Dame est profanée et pillée. Reliquaires et reliques, vases, tableaux, offrandes, tout disparu.
Le trésor de Notre-Dame comptait près de 500 reliquaires d'or et d'argent et 18 grandes statues d'argent, la plupart garnies de précieuses reliques. Les orgues de l'église Notre-Dame de Boulogne furent transférés à la cathédrale de Cantorbéry, et l'église fut transformée en arsenal militaire. Les maisons des habitants furent pillées. Même les battants des 4 portes de la ville furent démontés et offertes à l'un des généraux d'Henri VIII pour être installé dans son château en Angleterre. L'abbaye Notre-Dame est transformée en magasin de munitions. La chapelle de la Vierge est saccagée et la statue miraculeuse de Notre-Dame de Boulogne est profanée, puis emportée à Londres. Durant le siège de Boulogne, une épidémie de peste décima les rangs des soldats anglais. Ils attribuèrent cette épidémie à la Vierge Marie qui protégeait Boulogne. En 4 semaines, il y eut près de 10 000 morts. Pendant longtemps, Boulogne reçut le nom populaire de cimetière des Anglais. Pour assurer la reconquête de la ville, le maréchal Oudard Dubié et ses troupes viennent camper dans la plaine d'Outreau, au-dessus de Capécure, pendant l'hiver 1544-1545. Ils construisent un fort sur le mont de Coupe, et avec l'aide de 4000 hommes que l'amiral d'Annebault a débarqués au Portel, le maréchal Oudard Dubié entreprend la construction de la forteresse nommée Villeneuve-Montplaisir et celle du fort de Châtillon. L'armée française s'installe donc sur la colline d'Outreau, dominant d'un côté le port, y construit le fort de Montplaisir et en bas celui de Châtillon. Les Anglais sont sur les hauteurs en face au nord, fortifiant la tour d'Odre, édifiant le fort entre celle-ci et la ville basse, et celui du Paradis près du port, qui devient le fort rouge. Chacun travaille à sa jetée, le Pidou pour les Anglais et la Dunette pour les Français. On se bat du Mont-Lambert jusque sous les murs de la Haute-Ville. En 1545, lors d'un combat de la bataille de Boulogne, François Ier de Lorraine, deuxième duc de Guise et premier prince de Joinville, reçoit une profonde blessure. Le duc de Guise sera sauvé par Ambroise Paré, chirurgien du roi, mais conservera une profonde marque au visage qui lui conférera le surnom du balafré. Conscient de la nécessité de réformer l'Église et de résoudre le problème protestant, le pape Paul III convoque le Concile de Trente, dont les travaux démarrent le 5 décembre 1545. Les protestants ne reconnaissent pas le concile et l'empereur Charles Quint déclenche les hostilités en juin 1546. À la fin de l'année 1546, à l'endroit où le bateau qui portait la statue miraculeuse avait abordé au port de Boulogne en 633, sur le rivage dit de Paradis, un monument de pierre, une Montjoie, en rappelait le glorieux souvenir. C'était une image, une statue de Notre-Dame, dans un navire entouré de 4 anges. Les Anglais détruisirent le monument, brisèrent les statues et les jetèrent dans les fondements d'un boulevard qu'ils établissaient vers la place actuelle des Capucins. Henri VIII meurt le 28 janvier 1547. Édouard VI, âgé de 10 ans, lui succède. On remarque sur ce tableau un tableau dans la chambre du roi Henri VIII, figurant la destruction de la Montjoie de Notre-Dame de Boulogne et la ruine de son église, ce qui montre, si besoin était, la haine que portaient Henri VIII et les Anglais à Notre-Dame de Boulogne. François Ier meurt le 31 mars 1547. Son deuxième fils lui succède et devient roi de France sous le nom de Henri II. En 1549 débute le procès de ceux qui, en capitulant, ont livré à l'ennemi une place forte d'une telle importance. Pour l'entourage du roi Henri II, la prise de Boulogne par les Anglais n'a pu se produire que par trahison ou par lâcheté. Le conseiller Michel de l'Hôpital dresse le réquisitoire et en juin 1549, Jacques de Coucy, seigneur de Vervins, est condamné à avoir la tête tranchée à Paris. Celle-ci est ensuite amenée devant la ville assiégée et plantée sur un poteau, le visage tourné vers Boulogne. Son corps fut mis en 4 quartiers et chacun de ceux-ci fut porté en l'une des principales villes de Picardie, dont Montreuil. Quant au maréchal Oudard Dubié, qui avait fait chevalier le futur roi Henri II en 1544, il sera aussi condamné à être exécuté pour concussion, puis gracié par le roi Henri II. Leur mémoire à tous les deux fut réhabilitée en 1575 par le roi Henri III. En 1549, le roi Henri II s'efforce de reprendre Boulogne. Il rentre en campagne pendant l'été 1549 et prend notamment Ambleteuse. De là, il se porte avec son armée vers 8000 pour tenter de s'emparer de la tour d'Odre, dont les Anglais avaient renforcé la défense. Mais il n'y parvient pas. Néanmoins, tant du côté anglais où la situation devient intenable que du côté français, on souhaitait aboutir à une solution. La négociation est menée par François de Montmorency, seigneur de la Rochepot et lieutenant général de la Picardie, Gaspard de Coligny, le comte de Bedford et William Paget. Elle aboutit au traité de Capécure signé au fort d'Outreau le 24 mars 1550. Le roi d'Angleterre rend Boulogne à la France moyennant 400 000 écus d'or. Le 25 avril 1550, le jour de la Saint-Marc, les troupes françaises conduites par François de Montmorency, seigneur de la Rochepot, font leur entrée par la porte Gaillol, tandis que les Anglais de Clinton, gouverneur de Boulogne depuis 1547, s'en vont par la porte Flamingue en direction de Calais. Les officiers et les membres de la justice, réfugiés à Dèvres, et tous ceux qui avaient survécu,
regagnent leur cité après un exil qui avait duré 5 ans et 7 mois. Le 15 mai 1550, le roi Henri II fait son entrée triomphale à Boulogne avec son épouse Catherine de Médicis. Il entend la messe près de Notre-Dame ruinée, sous une tente abritant un hôtel de fortune, car l'église Notre-Dame de Boulogne avait été saccagée et ses trésors, accumulés depuis des siècles, entièrement pillés. Le roi Henri II offre une statue en argent massif de Notre-Dame dans son bateau pour être mise à la place de la statue miraculeuse qui avait été emportée en Angleterre. En plus de la statue en argent massif, il offre, en hommage à la Vierge Marie, suzeraine du comté, 4 grandes lampes en argent, le traditionnel cœur d'or et une couronne royale avec une chaîne de 17 anneaux d'or. Depuis ce temps et jusqu'à la Révolution, chaque année, le 25 avril, a lieu une grande procession de la Saint-Marc avec la statue d'argent de Notre-Dame de Boulogne offerte par Henri II. Cette statue en argent massif est référencée dans un inventaire des biens de la cathédrale établi en 1791. Elle a depuis disparu, certainement fondue comme tant d'objets lors de la Révolution. Emportée par les gens d'Henri VIII après la prise de Boulogne, la statue miraculeuse de Notre-Dame de Boulogne revint d'Angleterre en 1551 grâce aux bons offices de Louis III de la Trémoille. Après le retour de la statue, les tensions continuent entre les Boulonnais catholiques et les Anglais protestants. Un attentat contre la statue de Notre-Dame de Boulogne est déjoué. Des Anglais, déguisés en moines, avaient tenté de faire exploser dans l'église une bombe ayant la forme d'un cierge. Le 20 juin 1553, Charles Quint fait détruire la ville de Thérouanne, l'antique capitale de la Mauritanie, et commande qu'elle soit rasée et démolie jusqu'aux fondations. L'empereur Charles Quint se montra encore plus impitoyable que l'anglais Henri VIII à Boulogne. La cathédrale de Thérouanne, qui fut la première cathédrale de la Mauritanie, est complètement détruite. Il en reste néanmoins quelques traces, dont la monumentale sculpture du XIIIe siècle représentant le Christ entre la Vierge Marie et Saint Jean. Cette sculpture en pierre calcaire se trouvait au sommet du Gable sur le portail sud de la cathédrale de Thérouanne, à 12 mètres de hauteur. Le grand Dieu de Thérouanne, qui accueillait les fidèles à l'entrée de la cathédrale, est maintenant conservé dans la cathédrale de Saint-Omer. Après la prise et la destruction de Thérouanne en 1553 par Charles Quint, il y eut un schisme. Le diocèse de Thérouanne est partagé en 2 portions. La partie du diocèse la plus pauvre devient le diocèse de Boulogne, et la partie la plus riche se divisait entre les diocèses de Saint-Omer et d'Ypres, qui faisaient partie de l'empire de Charles Quint. Charles Quint meurt en 1558. En 1559, c'est la mort du roi Henri II qui a libéré Boulogne des Anglais et dont le monument inauguré en 1826, qui ornait le jardin de la sous-préfecture, est maintenant au pied des remparts en haut de la rue des Pipots. En 1560, Charles IX vient à Notre-Dame de Boulogne offrir le cœur d'or à la Vierge Marie. Âgé de 10 ans, il est accompagné de sa mère, Catherine de Médicis, régente du royaume de France. C'est Charles IX qui instaura à Boulogne le franc-marché, le marché où les vendeurs ne paient pas de taxes. En 1562, les premiers troubles commencent à Boulogne. Les rapports entre les huguenots, luthériens ou calvinistes, et les catholiques deviennent de plus en plus difficiles. Les huguenots protestants se firent si menaçants que le chapitre de l'église Notre-Dame de Boulogne décide de transporter à Abbeville les reliques et les ornements précieux. Les chanoines de Notre-Dame de Boulogne veulent résister à la diffusion des hérétiques et ils brûlent publiquement des livres de huguenots protestants. Louis Delannoy de Morvilliers, capitaine de la ville d'Amiens et gouverneur du Boulonnais, est favorable aux huguenots. Il fait discrètement rentrer dans la ville de Boulogne de plus en plus de ses coreligionnaires. La dévotion à Notre-Dame de Boulogne et les pèlerinages dans ses sanctuaires déplaisaient fortement aux huguenots, qui amplifièrent les attaques contre les catholiques dans le Boulonnais et au-delà en Flandre. Les assassinats de curés se multiplient, surtout en Flandre. En 1562, conformément au vote des cardinaux pendant le conclave, et avec l'appui de Philippe II d'Espagne, le pape Pie IV ouvre de nouveau le concile de Trente. Jean de Morvilliers fait partie de la délégation. Le concile de Trente réaffirme les principes catholiques et maintient les 7 sacrements traditionnels. Le divorce entre catholiques et protestants est achevé. Le 19 mars 1563, la paix d'Amboise est signée par le roi Charles IX pour mettre fin à la guerre de religion opposant Anne de Montmorency, chef de l'armée catholique, et le prince de Condé, chef des protestants. Le premier prince de Condé obtient ainsi une trêve pour les huguenots protestants. En 1566, le pape Pie V, considérant la population et la célébrité de la ville de Boulogne, supprime l'abbatiale de Notre-Dame de Boulogne et décide d'ériger la ville de Boulogne au titre de cité et l'église Notre-Dame en cathédrale, pour être le siège d'un évêché dépendant de la province de Reims. C'est Claude-André d'Ormy, sacré à Paris en 1567, qui fut le premier évêque de Boulogne. Vers cette époque, une horloge est installée au niveau de la cathédrale. Il y en avait 2 autres à Boulogne, une à Saint-Nicolas et une au Beffroi.
En 1567, Catherine de Médicis, veuve de Henri II et régente du royaume, a prévu de revenir à Boulogne-sur-Mer, devenu siège épiscopal. Pour sa venue, il est réalisé un magnifique bijou de grande valeur, à l'image de Notre-Dame de Boulogne. Catherine de Médicis avait un lien familial avec le Boulonnais. Elle était l'arrière-petite-fille du dernier comte de Boulogne, Bertrand VI de la Tour d'Auvergne, et de Louise de la Trémoille. Mais à cause des troubles avec les Huguenots, Catherine de Médicis ne viendra pas cette année-là, ni même plus tard, et le bijou ne lui sera jamais remis. Le 3 mai 1567, l'église Notre-Dame de Boulogne est officiellement érigée en cathédrale et l'évêque Claude-André Dormy prend ses fonctions sans pour autant venir à Boulogne par manque de sécurité. Le siège épiscopal de la ville de Boulogne est alors considéré comme une sentinelle avancée de la foi catholique en face de l'Angleterre. Ceci a pour effet de déclencher la fureur des Huguenots boulonnais qui dure pendant presque une année. À partir de juin 1567 et jusqu'en avril 1568, le clergé catholique de Boulogne eut à souffrir de voies de fait. Les furieux Huguenots boulonnais tuèrent et massacrèrent plusieurs prêtres de l'église Saint-Nicolas. Les sacrements ne furent plus administrés, ni les messes célébrées. En septembre 1567, le gouverneur de Boulogne, Louis Delannoy, seigneur de Morvilliers, fit entrer à Boulogne une troupe de fantassins et de cavaliers huguenots qui se livrèrent à toutes sortes d'excès. Pendant la nuit du 11 octobre 1567, des soldats huguenots, aux ordres du seigneur de Morvilliers, entrèrent secrètement dans la cathédrale de Boulogne et commencèrent à abattre les statues. La statue miraculeuse de la Vierge fut enlevée et profanée. Les soldats tentèrent de la brûler, puis l'emportèrent au château de Honvaux, à Terlington, sur la commune de 8000, chez le seigneur Jean de Frohard, qui était partisan des Huguenots. Là, ils enfouirent la statue sous un tas de fumier. Le perfide seigneur de Morvilliers fit semblant de rechercher avec zèle les coupables. Il offrit des récompenses et fit même enfermer et questionner des Boulonnais qu'il savait innocents. En quelques semaines, la cathédrale était pillée et complètement ruinée. Les soldats du seigneur de Morvilliers détruisirent les autels du sanctuaire et les fonts baptismaux. Ils démolirent le magnifique jubé, enlevèrent les cloches, les lambris et même le plomb des toitures. Enfin, les maisons de l'abbaye et l'église furent livrées aux flammes, si bien que la plus grande partie des voûtes s'écroula. Les tombeaux de la crypte furent éventrés. La femme du gouverneur de Morvilliers demanda que la cathédrale serve d'écurie pour ses chevaux. Pendant cette période de quelques mois, la cathédrale sera plus endommagée que pendant les 6 années d'occupation anglaise. À Honvaux, Jehan de Frohard, qui ne voulait pas que la statue soit découverte, décida de la faire retirer du fumier afin de la jeter dans le puits de la ferme, ou plus probablement la cacher dans une niche de ce puits. Fervente catholique, l'épouse du châtelain de Honvaux, Madeleine Rouget de Marcille, la fit récupérer et mettre en lieu sûr dans une petite pièce du château de Honvaux où elle venait prier. Au début de janvier 1568, sur ordre du puissant baron de Rassinguien, quelques centaines d'hommes débarquent à Boulogne pour poursuivre les éliminations de catholiques boulonnais. Les catholiques persécutés durent partir de Boulogne et se mettre en sûreté à Montreuil, Calais et Abbeville. En 1568, le seigneur de Morvilliers fut disgracié sur ordre du roi Charles IX. Les soldats quittèrent les lieux le 25 avril 1568, le jour de la Saint-Marc, et les catholiques purent rentrer en paix à Boulogne. François de Chaumeil, seigneur de Caillac, devient le nouveau gouverneur de Boulogne. Le premier évêque de Boulogne, Claude-André Dormy, pouvait entrer dans sa ville épiscopale et faire entreprendre les immenses travaux de reconstruction du sanctuaire. Le 24 août 1572, sous le règne de Charles IX, c'est le massacre de la Saint-Barthélemy. Près de 30 000 protestants sont tués dans toute la France. Peu après, le seigneur Jehan de Honvaux se convertit au catholicisme, mais il n'ose toujours pas déclarer que la statue de Notre-Dame de Boulogne est dans son château, par peur de passer pour le complice de son enlèvement et des autres vols faits en même temps. En 1574, le roi Charles IX meurt à l'âge de 24 ans, et son frère Henri III lui succède. Charles IX et Henri III donnèrent quelques arpents de leur forêt royale pour aider à la reconstruction de Notre-Dame de Boulogne. Après la libération de Boulogne, l'abbé de Notre-Dame, Jean Rebingue, s'occupa activement de réparer la cathédrale et le clocher. Il eut ainsi l'autorisation de prendre 100 chênes dans la forêt de Boulogne. Les grandes familles boulonnaises participent à cette restauration. C'est pourquoi on trouvait dans l'église des vitraux avec les blasons des de Bournonville, du Huiquet, de Créqui, etc. En 1576, Antoine d'Estrées devient le nouveau gouverneur de Boulogne. En 1579, l'abbaye qui se trouvait aux côtés de la cathédrale de Notre-Dame de Boulogne fut transformée en palais épiscopal. Ce palais fut pendant des siècles la résidence des évêques de Boulogne. Le 19 août 1580, la cathédrale Notre-Dame de Boulogne reçoit l'autel consacré à Saint-Joseph et devient la cathédrale Notre-Dame et Saint-Joseph. Les personnes nobles et riches continuèrent la tradition des siècles passés et faisaient de magnifiques présents à Notre-Dame. Les Chevinages, c'est-à-dire la municipalité de Boulogne,
n'était pas en reste. En 1580, on note que l'échevinage de Boulogne a son banc d'œuvre, ses stalles, et y fait chanter le Veni Creator, inspirateur des bonnes élections municipales. En 1586, Antoine d'Estrées est remplacé par Jean-Louis de Nogaret de la Valette comme gouverneur du Boulonnais. Peu présent à Boulogne, c'est son lieutenant, Raymond Roger de Bernay, qui sera le gouverneur effectif de Boulogne. Jean-Louis de Nogaret de la Valette est un catholique modéré, proche des protestants, qui s'oppose aux ligueurs catholiques du duc de Guise et à l'évêque de Boulogne, Claude André d'Ormy. En 1588, les ligueurs tentent de prendre la ville de Boulogne aux mains de De Bernay, fidèle au roi Henri III. Le 4 mai 1588, l'avant-garde de l'armée du duc d'Aumale, un chef ligueur, s'approche de Boulogne, s'installe à Saint-Étienne, au Mont-Lambert, au fort de Montplaisir et même en Basseville. Bientôt, c'est l'armée entière du duc, accompagnée de l'évêque et de Dublaisel, qui met devant Boulogne un siège qui va durer 6 semaines. Finalement, Bertrand Patras de Campegno, venant de Calais, réussit à amener quelques renforts à la garnison, et le duc d'Aumale lève le siège de la cité. Le roi Henri III, n'ayant pas de descendants, affecte alors de se soumettre aux ligueurs et promet de ne jamais conclure aucune paix ou trêve avec les hérétiques protestants. Afin de l'amadouer, il nomme le duc Henri de Guise lieutenant général du royaume. Des états généraux sont convoqués au château de Blois et le 23 décembre 1588, le roi fait assassiner le duc Henri de Guise. Quand le roi rentre dans la chambre et voit ce colosse de près de 2 mètres étalé de tout son long au pied de son lit, la chronique lui prête cette réflexion. Mon Dieu, qu'il est grand. Il paraît même plus grand mort que vivant. Le lendemain, le 24 décembre, c'est le cardinal Louis de Lorraine, le frère du Balafré, qui est assassiné. Les chefs de la Ligue sont arrêtés, mais le camp catholique ne désarme pas. La ville de Paris proclame la déchéance d'Henri III. Les troupes espagnoles campent à Paris et Rouen en soutien des insurgés. Dès lors, la lutte reprend de plus belle. Le 14 avril 1589, le gouverneur de Bernay fait décapiter sur la place de Boulogne des ligueurs de 8000 qui avaient prémédité de le tuer. Le 2 août 1589, Henri III meurt assassiné par le moine Jacques Clément. Henri III fut le dernier roi de la dynastie des Valois. Henri de Bourbon devient roi de France, sous le nom d'Henri IV. Dès le mois d'octobre, le Béarnais confirme Raymond Roger de Bernay dans son commandement de Boulogne. Le gouverneur de Bernay trouve la mort le 31 janvier 1591 dans une expédition menée contre Étaples. On craint alors le pire, mais le chevalier noir, Michel Patras de Campegno, sénéchal de Boulogne, ramène en bon ordre les soldats, et bientôt il gouverne de fait la ville de Boulogne, même s'il n'a pas le titre de gouverneur. Le 25 juillet 1593, dans le désir de mettre fin aux guerres de religion et de réconcilier les Français, Henri IV abjure la foi protestante et demande à redevenir catholique. Finalement, la situation ne redevient normale que l'année suivante, avec l'entrée d'Henri IV à Paris le 22 mars 1594. À Boulogne, l'évêque Claude André d'Ormy et les catholiques intransigeants sont autorisés à revenir dans la cité. Le bon roi Henri IV est reçu en personne à Boulogne le 24 avril 1596 et assiste à la fête de la Saint-Marc le lendemain. Henri IV viendra 2 fois à Boulogne, mais ne pourra pas voir la statue de Notre-Dame, toujours cachée dans le château de Honvaux. En janvier 1597, sous le règne d'Henri IV, la peste ravage le pays boulonnais. Par la suite, la peste disparaît, mais pas les Espagnols, qui pillaient les fermes et les châteaux, dévastaient toute la région et n'hésitaient pas à passer au fil de l'épée ceux qui tentaient de protéger leurs biens. Le chevalier noir, Michel Patras de Campegno, eut souvent l'occasion de les combattre et de les faire fuir, mais ils revenaient toujours plus nombreux. Un jour, il apprend la présence de 600 cavaliers espagnols à Souverain-Moulin. Au pont de Cuverville, il reçoit un coup de lance à la tête qui le blesse mortellement. On ramène alors Michel Patras de Campegno à Boulogne, où il expire peu de temps après. Son corps fut inhumé dans le chœur de la cathédrale Notre-Dame de Boulogne. C'est son frère, Bertrand de Patras de Campegno, qui lui succéda à la fonction de sénéchal du Boulonnais. Le 13 avril 1598, Henri IV promulgue l'édit de Nantes pour mettre fin aux guerres de religion qui ravageaient le royaume de France depuis le milieu du XVIe siècle. L'édit de Nantes accorde aux protestants la liberté de conscience et celle du culte dans des conditions précises. En 1600, Claude d'Ormy, neveu du précédent, devient le 2e évêque de Boulogne. En 1604, l'évêque, Claude d'Ormy, est accusé de sorcellerie et de complot envers le roi Henri IV. Après une enquête minutieuse, toutes ces calomnies furent contredites. L'âge avançant, Jehan de Frohard, seigneur de Honvaux, veut rendre la statue de Notre-Dame de Boulogne, conformément à la volonté de sa femme, Madeleine de Marcille, décédée peu avant. Il se confie à un de ses amis, ermite à Dèvres, Vespasien de Fontaine. Le 26 septembre 1607, aidé par un prêtre nommé Antoine Gillot,
Vespasien de Fontaine porta la statue de Notre-Dame jusque la ville de Boulogne et entra par la porte flamingue, la porte de Calais. Le chemin entre Terlington et le chemin vert de Boulogne s'appelle toujours le chemin de la Vierge. La statue, très dégradée, est portée dans l'église de Saint-Wulmer et une longue enquête débute pour déterminer s'il s'agit bien de la statue disparue. En 1609, les prêtres de Saint-Wulmer à Boulogne, trouvant l'enquête trop longue, placent dans leur église la statue miraculeuse qu'ils prétendent être celle enlevée de la cathédrale en 1567, 42 ans auparavant, contre l'avis des religieux de la cathédrale de Notre-Dame de Boulogne. Le 14 mai 1610, alors qu'il se rend au chevet de son conseiller Sully, le roi de France Henri IV est assassiné dans son carrosse rue de la Ferronnerie à Paris. Le régicide est un catholique fanatique du nom de François Ravaillac. C'est Marie de Médicis, reine de France et de Navarre, qui devient alors régente du royaume de France au nom de son fils Louis XIII, âgé de 9 ans. En septembre 1610, des prêtres de la cathédrale, avec à leur tête le grand vicaire, chassent la congrégation de Saint-Wulmer et enlèvent la statue miraculeuse, la déclarant fausse et en interdisant qu'on lui rende hommage. La rivalité était forte à l'époque entre les prêtres de Notre-Dame de Boulogne et les moines de Saint-Wulmer. En 1614 se termine la régence de Marie de Médicis et Louis XIII, âgé de 13 ans, devient roi de France et de Navarre. Il épouse l'infante d'Espagne, Anne d'Autriche. Boulogne conserve toujours sa réputation de ville religieuse. Les pèlerins y sont toujours nombreux et le culte de Notre-Dame y est toujours en grand honneur. En 1618, un couvent de moines capucins s'établit dans la basse ville, près de l'actuelle rue de la Lampe. En 1620, les chapelles de la cathédrale sont achevées, mais celle de Notre-Dame, au chevet du chœur, était encore sous les décombres lorsque Louis XIII, âgé de 19 ans, vint à Boulogne. Louis XIII viendra plusieurs fois communier devant Notre-Dame de Boulogne. En 1622, le duc Antoine d'Aumont devient gouverneur du Boulonnais. Ce n'est qu'en 1624, avec la reconstruction de la chapelle de la Vierge, que s'achevèrent les travaux les plus urgents. Mais la fréquentation du pèlerinage avait repris, et les dons à l'église permirent de rendre à la décoration de l'édifice sa splendeur passée. En 1626, c'est le décès de Claude d'Ormy, le deuxième évêque de Boulogne. Son corps repose dans l'ex-église des Jacobins de la rue Saint-Jacques à Paris. La même année, le duc François de Bassompierre, ambassadeur en Angleterre du roi Louis XIII, apporte une forte somme d'argent à Notre-Dame de Boulogne. En 1627, la confraternité séculaire entre Saint-Jacques de Compostelle et Notre-Dame de Boulogne est rétablie. En 1628, Victor le Boutillier devient le troisième évêque de Boulogne. Le samedi saint, 30 mars 1630, la statue de Notre-Dame de Boulogne, restaurée, est remise en place dans la cathédrale par le troisième évêque de Boulogne, Victor le Boutillier. Il avait, dans un premier temps, été d'accord pour la détruire par le feu, afin de la purifier des outrages reçus. Mais les chanoines et la population de Boulogne s'y étaient opposés. En mai 1632, le roi Louis XIII vient prier devant la statue miraculeuse. En 1633, Jean d'Ols devient quatrième évêque de Boulogne. Cette année-là, près d'un siècle après la destruction de la Montjoie par les Anglais, on retrouve à proximité du couvent des Capucins, dans les fondements d'un boulevard construit par les Anglais en 1547, l'énorme bloc de pierre sculpté représentant Notre-Dame de Boulogne dans son bateau, qui, avant le siège de 1544, était de tout temps au port, sur le rivage, en mémoire de son arrivée miraculeuse. On releva les fragments de la statue de la Sainte Vierge, et après l'avoir restaurée, on la plaça au grand portail de la cathédrale, où elle fut entourée de la vénération du peuple. En 1634, le roi Louis XIII veut instaurer des taxes à Boulogne, qui en est exempté depuis son rattachement au royaume de France en 1477, de par sa position de ville frontière. Les Boulonnais chassent les représentants du roi, qui échappent de peu à la mort. En 1635, Antoine II d'Aumont devient gouverneur de Boulogne. Le 10 février 1638, Louis XIII vient pour la troisième fois à Boulogne, et il renouvelle le vœu de Louis XI qui avait consacré le royaume de France à la Vierge Marie 160 années auparavant en 1478. Louis XIII avait tenu à venir à Boulogne pour remercier Notre-Dame de l'heureux événement qui allait survenir 7 mois plus tard, la naissance du futur Louis XIV. Louis XIII meurt au château de Saint-Germain-en-Laye le 14 mai 1643. La même année, Jean d'Ols, le quatrième évêque de Boulogne, est transféré à Agde. Anne d'Autriche, l'infante d'Espagne, reine régente avant la majorité de Louis XIV son fils, nomme le 6 juin 1643 François de Pérochel à l'évêché de Boulogne. En 1644, la tour d'Audre, le phare qui éclairait l'entrée du port de Boulogne depuis sa construction par l'empereur romain Caligula 16 siècles auparavant, s'effondre en bas de la falaise.
Les remparts anglais qui le fortifiaient perdureront jusqu'au début du XXe siècle. François de Pérochel est sacré à Paris, dans l'église de Saint-Lazare, le 11 juin 1645. Le nouvel évêque de Boulogne fait son entrée solennelle dans sa ville épiscopale le 6 août de la même année. François de Pérochel était un ami proche de saint Vincent de Paul et son collaborateur dévoué dans l'œuvre des missions. Après les dévastations causées par les Anglais et les Huguenots, il fallut redécorer entièrement l'église au XVIIe siècle. Anne d'Autriche offrit 12 000 livres pour édifier autour du chœur un pourtour de marbre et un autel majeur, construit de 1653 à 1656 au nom de son fils Louis XIV et en règlement de la dette de Louis XIII, qui ne s'était pas acquitté de l'offrande traditionnelle d'un cœur d'or à Notre-Dame de Boulogne. Sur le bas-relief en marbre de la clôture du chœur de l'ancienne cathédrale, les rois Louis XIII et Louis XIV étaient représentés à genoux, offrant leur cœur à la Reine des Anges. En 1653, la grosse cloche de la cathédrale est fondue à Boulogne, aux frais du chapitre de Notre-Dame. La Vierge Notre-Dame de Boulogne était représentée dans son bateau. La grosse cloche restera 245 ans dans la cathédrale, jusque sa destruction après la Révolution. En 1656, la ville de Boulogne se voit imposer sur le sel. La taxe de la gabelle provoque des émeutes dans toute la région. En 1657, Henriette de France, benjamine du roi de France Henri IV et de la reine Marie de Médicis, et épouse du roi d'Angleterre et d'Écosse Charles Ier Stuart, vint prier Notre-Dame de Boulogne. Elle offrit un magnifique ciboire ciselé en vermeil, en reconnaissance de grâce reçue par l'entremise de la Vierge de Boulogne, qu'elle ne manquait jamais de visiter à son passage en cette ville. Le 14 juin 1658 a lieu à côté de Dunkerque la bataille des Dunes, où les Français, alliés des Anglais, sont victorieux sur l'armée espagnole des Flandres, commandée par le prince de Condé. Louis XIV, qui vient d'échapper à la mort à cause d'une fièvre typhoïde contractée début juillet au fort de Mardic, près de Dunkerque, vient prier et remercier Notre-Dame de Boulogne. Il a l'occasion d'admirer la clôture du chœur de la cathédrale. Sous le règne du grand roi Louis XIV, le sanctuaire de Notre-Dame de Boulogne s'enrichit d'un jubé, d'un maître-autel composé d'albâtre venant d'Angleterre, de marbre noir veiné de blanc et jaune, et de 8 grandes colonnes de marbre rapportées avec beaucoup de difficulté d'Italie. Le retable était constitué par un grand tableau de Lenoir, représentant l'Assomption dans un encadrement à colonnes de marbre blanc, donné en 1658 par le maréchal d'Aumont. Les ducs d'Aumont, gouverneurs de la ville, se distinguèrent parmi les généreux bienfaiteurs. C'est le maréchal Antoine d'Aumont qui fit élever à l'entrée du chœur le superbe jubé en marbre dont on peut encore admirer quelques fragments dans la crypte actuelle. À partir de 1661, c'est le début dans tout le pays boulonnais de la révolte des Lustucrus, déclenchée par le nouvel impôt annuel de 30 000 livres décidé par le roi. Ce soulèvement populaire a pour cause la pression fiscale exercée par l'administration royale depuis le début du règne de Louis XIV, qui remettait en cause les privilèges 2 fois centenaires des habitants du Boulonnais. La répression est féroce. Le sénéchal de Boulogne, un temps aux côtés des Boulonnais, doit se résoudre à faire appliquer la loi. Les meneurs sont pendus au gibet de Brécrec, et plus de 300 paysans sont envoyés aux galères. Suite à cette révolte, Louis XIV décida de faire démanteler la première ligne de fortification autour de la Haute-Ville, ainsi que les remparts qui protégeaient la basse ville de Boulogne. Toutes ces pierres permirent de paver les rues et de contribuer au développement de Boulogne avec l'ouverture de la Grand-Rue entre la Haute et la basse ville. C'est à cette époque que débute la construction d'un hôpital général, l'hôpital Saint-Louis. En 1669, Louis-Marie Victor d'Aumont succède à son père dans la fonction de gouverneur de Boulogne. Il est premier gentilhomme de la chambre du roi Louis XIV et capitaine des gardes du corps du roi. Le 6 février 1675, le 5e évêque de Boulogne, François de Pérochel, résigne son siège épiscopal. Il meurt à 80 ans le 8 avril 1682 et est inhumé dans la crypte de la cathédrale. En août 1677, après le siège de Saint-Omer, Louis XIV décide de rendre visite à Notre-Dame de Boulogne, avec tout son état-major et ses ministres. La même année, Nicolas, l'advocat Billard, devient le 6e évêque de Boulogne. En 1680, Louis XIV vient dans la région avec le secrétaire d'État à la marine Jean-Baptiste Colbert de Seignelay pour visiter le havre d'Ambleteuse. Le 19 juillet 1680, tout le cortège royal se rend à Boulogne. En 1682, Claude, le tonnelier de Breteuil, devient le 7e évêque de Boulogne. Le 18 octobre 1685, c'est la révocation de l'édit de Nantes. Louis XIV fait détruire les temples protestants et les écoles. Les réformés doivent se soumettre au baptême et au mariage catholique. Il condamne à l'exil les pasteurs et interdit aux Huguenots d'émigrer sous peine d'être enrôlés dans les galères. Jacques Stuart, Jacques II d'Angleterre, cousin de Louis XIV, veut rétablir le catholicisme chez ses sujets en Angleterre, en Écosse et en Irlande.
Pendant ces 3 années de règne, il lutte contre Guillaume d'Orange et ses partisans, les orangistes. Jacques II d'Angleterre est contraint de quitter son pays avec sa famille en janvier 1689. À cause d'une tempête, il arrive à Ambleteuse et rejoint Notre-Dame de Boulogne par la terre ferme. Il se réfugie ensuite à Saint-Germain-en-Laye auprès de son cousin le roi Louis XIV. En 1699, Pierre de Langle devient le 8e évêque de Boulogne. Sur la sollicitation de Bossuet, Pierre de Langle fut précepteur du comte de Toulouse, le fils de Louis XIV et de madame de Montespan. Le 1er septembre 1715, Louis XIV meurt dans son château de Versailles. Le futur Louis XV est âgé de 5 ans et c'est Philippe d'Orléans, le petit-fils de Louis XIII, qui devient le régent du royaume de France. Le 18 septembre 1716, le chapitre de Boulogne procède solennellement à l'élection de son doyen après la mort de messire Henri de Monchy de Visme, titulaire de cette dignité. Le doyen de la cathédrale, chef et supérieur de tous les autres chanoines, était un personnage de première importance dans le diocèse. C'était lui qui était regardé comme le curé primitif de la cathédrale et même de toute la ville, et il portait l'anneau comme les évêques. C'est un prêtre du diocèse de Paris, Paul d'Auquebert, qui avait été curé de Peuplingue, puis curé de Saint-Nicolas, qui fut élu doyen de Notre-Dame de Boulogne. C'est également en 1716 que vient à Notre-Dame de Boulogne Saint Jean-Baptiste de La Salle, fondateur des Frères des écoles chrétiennes. Depuis leur installation en 1708, les Frères des écoles chrétiennes ont fortement fait progresser l'alphabétisation et la scolarisation des enfants boulonnais. Monseigneur Pierre de Langle ne fait guère parler de lui avant la publication de la bulle Uni Genitus Parlemendement qu'il publie en 1717. Cette proximité avec les jansénistes cause sa disgrâce à la cour du royaume et entraîne des troubles violents dans le diocèse de Boulogne. Les habitants de Calais se soulèvent et Pierre de Langle est alors exilé dans son diocèse par le régent. Il demeura un adversaire acharné des jésuites et écarta le plus possible les frères des écoles chrétiennes. Le 15 février 1723, Louis XV devient roi de France par l'entrée dans sa majorité, fixée pour les rois à cette époque à 13 ans. La même année, Louis-François d'Aumont, marquis de Chappes et duc de Crevant-Dumière, devient le nouveau gouverneur du Boulonnais. En 1724, l'abbé Jean-Marie Henriot devient le 9e évêque de Boulogne-sur-Mer. Selon Saint-Simon, sa renommée se confirma au point de bénéficier du sobriquet révélateur de « loup de Boulogne-sur-Mer ». Dans la nuit du 9 au 10 janvier 1727, la foudre tombe sur la cathédrale de Boulogne et il s'en faut de peu que l'édifice ne soit consumé par les flammes. Quelques jours plus tard, on organisa une procession générale en action de grâce pour remercier Dieu d'avoir préservé l'église du feu du tonnerre tombé sur le clocher et dans l'allée de la sacristie de la chapelle Notre-Dame. En 1730, les travaux de l'hôpital Saint-Louis sont terminés. Le beffroi de Boulogne est réparé et modernisé. Mais Boulogne reste toujours une ville contrastée avec la haute ville, domaine de la noblesse et des ecclésiastiques, et la basse ville, peuplée de pêcheurs et de marins, dont beaucoup sont d'origine hollandaise, parlant une langue que l'on retrouvera dans le patois boulonnais jusqu'au début du XXe siècle. Le commerce et la contrebande sont fructueux entre Boulogne et l'Angleterre. En 1736, sous le règne de Louis XV, il y a une distribution solennelle de drapeaux neufs aux troupes boulonnaises dans la cathédrale Notre-Dame de Boulogne. En 1738, Augustin César d'Hervilly de Devise devient le 10e évêque de Boulogne-sur-Mer. En 1743, François de Pars de Précy devient le 11e et avant-dernier évêque de Boulogne-sur-Mer. Généreux avec les pauvres, il fut très aimé par les Boulonnais. La rue qui longe l'ancien évêché de Boulogne porte aujourd'hui son nom. Le 6 juillet 1744, le roi de France Louis XV arrive de Calais. Il fait le trajet à cheval jusque Boulogne. Après avoir été reçu par le maire de la ville, au niveau des remparts à la porte des Dunes, Louis XV se dirige vers la cathédrale de Boulogne. C'est Monseigneur de Précy qui accueille le roi de France avant son entrée dans la cathédrale. Louis XV logera dans l'évêché, mis en sécurité pour l'occasion. Le lendemain, le 7 juillet, à 11 h, il assiste à la messe dans la cathédrale Notre-Dame de Boulogne, pour ensuite quitter la ville en milieu d'après-midi. En 1751, le duc Louis-Marie Augustin d'Aumont devient l'avant-dernier gouverneur de la ville de Boulogne-sur-Mer. C'est le gouverneur Louis-Marie Augustin d'Aumont qui permettra aux Boulonnais de retrouver une certaine autonomie fiscale, plus indépendante du pouvoir royal central, en organisant à Boulogne l'octroi, une contribution perçue par la municipalité de Boulogne sur toutes les marchandises de consommation locale. En août 1769, Benoît-Joseph Labre passe à Boulogne. En état de très grande pauvreté, il priait jour et nuit dans toutes les églises où le Saint-Sacrement était exposé à la vénération. Saint Benoît-Joseph Labre se rendit en 1775 à Notre-Dame de Rocamadour. Pour mémoire,
Notre-Dame de Boulogne et Notre-Dame de Rocamadour sont les deux anciens lieux de pèlerinage dédiés au culte des Vierges Noires qui sont situés sur la même longitude de ce qu'on pourrait appeler une méridienne mariale. De 1771 à 1786, la cathédrale de Boulogne supporte de grands travaux sur demande de Monseigneur de Parts de Précy. Leur exécution est confiée au grand architecte de l'époque, Giraud Sagnier, à qui l'on doit de nombreux bâtiments du Boulonnais. 10 chapelles latérales sont construites le long des deux bas-côtés de la nef. Ces chapelles furent enrichies de sculptures et de marbre par les sculpteurs boulonnais François et Antoine Aréwin. Vers 1780, le portail monumental, construit en 1394 par le comte de Boulogne Jean de Berry et donnant sur la rue de Lille, est remplacé par un autre situé au milieu de la façade occidentale. Le portail de l'ancienne basilique gothique était orné de la merveilleuse nacelle de Notre-Dame de Boulogne. 4 anges jouaient de la harpe et du théorbe, la Vierge tenait un livre et 2 reliquaires. À cette époque est construit le petit séminaire de la Sainte Famille, à l'endroit où se trouve le presbytère actuel, sur l'emplacement d'une partie de l'ancien cimetière de la Haute-Ville qui, en 1772, avait été transféré hors des remparts. Ce seront les derniers travaux de l'ancienne cathédrale de Notre-Dame de Boulogne. Le 10 mai 1774, c'est la mort de Louis XV. Son petit-fils, Louis-Auguste de France, devient roi de France et de Navarre sous le nom de Louis XVI. En 1782, Louis-Alexandre d'Aileste-d'Aumont, duc de Villequier, premier gentilhomme de la Chambre du roi, devient le dernier gouverneur de Boulogne. Il sera député en 1789 aux États généraux et émigrera en Angleterre en 1793 pour échapper à la terreur qui déferla sur Boulogne. Il sera gouverneur du Boulonnais jusqu'en 1814, mais gouverneur en exil. En 1786, Monseigneur de Précy autorise les matelotes de la Beurière à faire une neuvaine à Jésus flagellé, à jambes et pieds nus, afin d'obtenir la destruction des chiens de mer qui faisaient tort à la pêche au hareng en détruisant et arrachant les filets des pêcheurs. Les matelotes de la Beurière offrirent également à Notre-Dame de Boulogne un hareng d'argent. En 1789, la Révolution française commence par la réunion des États généraux. Après le 14 juillet, l'émigration des nobles vers l'Angleterre commence. Le 8 octobre 1789, c'est le décès du 11e évêque de Boulogne, Monseigneur de Précy. Il sera inhumé dans la crypte de la cathédrale Notre-Dame de Boulogne. Le 6 février 1790, Jean-René Asseline est nommé évêque par le roi Louis XVI et succède à Monseigneur de Précy. Le 25 mai, Monseigneur Asseline et son chapitre protestent par une délibération solennelle contre la décision du 13 avril par laquelle l'Assemblée nationale avait refusé de reconnaître la religion catholique comme la religion de l'État. Le 14 juillet 1790 a lieu partout en France la fête de la Fédération. À Boulogne, un autel républicain est élevé devant la porte des Degrés. Le 24 août 1790 fut proclamée la constitution civile du clergé. L'évêché de Boulogne était supprimé. La cathédrale fut déclarée bien national. Devenu temple de la loi, le monument abritait la solennité de la décade. Les lectures décadaires furent faites par la suite aux annonciades. Le 23 janvier 1791 devait avoir lieu la prestation du serment constitutionnel par le clergé de Boulogne. L'évêque et le chapitre de Notre-Dame de Boulogne s'y refusèrent à l'unanimité. Dès le lendemain, le chœur de la cathédrale fut fermé par les autorités municipales, ainsi que la chapelle Notre-Dame. Les biens de la cathédrale Notre-Dame furent confisqués. L'inventaire de toutes les richesses prendra 3 mois et recensera 533 objets sur une centaine de pages, dont les biens les plus précieux, comme la couronne de vermeil que Godefroy de Bouillon envoya à sa mère Sainte Ide après la conquête de Jérusalem en 1099. Cette couronne en vermeil était entourée de 8 reliquaires en forme de tours de château, correspondant possiblement aux 8 portes fortifiées de Jérusalem. Ces tours renfermaient des reliques de la Terre Sainte. Tous les biens saisis seront ensuite brûlés ou vendus. La rue Notre-Dame, qui part de la porte de Calais et longe la cathédrale jusqu'à la place Godefroy de Bouillon, prendra le nom de rue des Cuisiniers. Quelques pièces d'orfèvrerie seulement furent sauvées, dont le célèbre reliquaire du 500, ainsi qu'un petit nombre de sculptures, d'ornements et de tableaux, comme la Charité de Sainte-Godelaine, qui se trouve désormais dans l'église de Huère-et-Froid. Le 2 septembre 1792 est assassiné au Carme, à Paris, Louis-Nicolas Leclerc, frère Salomon des écoles chrétiennes, né à Boulogne en 1745. Il a été canonisé par le pape François le dimanche 16 octobre 2016. En 1792, Joseph Lebon est nommé procureur général près du directoire du département du Pas-de-Calais. En décembre 1792, pendant la Révolution, le directoire du district de Boulogne, siégé au niveau de l'actuelle sous-préfecture,
sur l'ancien mont Accardon et sur l'ancien bastion avancé du XVIe siècle qui protégeait la tour Gaillette dans un bâtiment érigé en 1786. C'est là que fut apportée la statue de Notre-Dame de Boulogne, enlevée hors de la cathédrale par les révolutionnaires. Il l'a destinée au bûcher quand un jeune officier de l'armée du Nord, Cazin de Caumartin, vint au district de Boulogne pour faire viser sa feuille de route. Il aperçut dans un coin la statue dont la main droite était sur le point de se détacher. Il la coupa avec son sabre, la mit en poche et la porta à sa tante, mademoiselle Alix Cazin de Caumartin. C'est ainsi que l'on conserve toujours, à la basilique de Boulogne, une précieuse relique provenant de la statue miraculeuse. Au début de la Terreur, le commissaire politique, André Dumont, est envoyé par l'Assemblée législative pour faire appliquer les lois et veiller au maintien de l'ordre. À partir d'octobre 1793, le mal nommé Joseph Lebon, qui fut prêtre au début de la Révolution, alterne avec André Dumont des visites à Boulogne. Il fit exécuter une dizaine de suspects. Il expurgea le directoire du district, où il appela les citoyens Dutertre, Barré, Potvin, Henri, Sainte-Beuve et quelques autres. Dans les derniers mois de 1793, la chapelle de Notre-Dame de 500, qui est renfermée de beaux tableaux et des peintures artistiques, fut dévastée, dépouillée de ses ornements et laissée déserte. La statuette du XVIIe siècle, représentant exactement l'ancienne image miraculeuse de Notre-Dame de Boulogne, fut enlevée et jetée dans la mer, en lui criant avec un insultant mépris « Tu as un bateau ? Voyage !» La statue voyagea. Elle remonta doucement le cours de la Liane, se dirigeant vers sa chapelle, et fut sauvée de la destruction par Claude-Marie-François Fauquemberg, qui habitait le hameau d'Ostrove. Le 28 décembre 1793, le représentant André Dumont fait brûler l'antique et vénérée statue de Notre-Dame de Boulogne sur la place de la Maison Commune en Hauteville, à côté de l'arbre de la Réunion que les républicains venaient d'y planter, au milieu des danses civiques et au son des chants patriotiques. Ce crime couronnait dignement une journée qui n'avait été qu'une longue suite de scandales. La statue miraculeuse de la Vierge Noire vénérée à Boulogne depuis des siècles, qui avait échappé au bûcher de la fête de la Raison, fut jetée au feu devant la mairie. Il n'en est resté qu'une main, conservée en un reliquaire dans la basilique Notre-Dame de Boulogne. Le 24 octobre 1794, le 3 Brumaire de l'an 3, a lieu la vente aux enchères des richesses de la cathédrale en présence notamment des citoyens Alexandre Crouy, François Gillet et Jean-Christophe Marmin. On assiste à un véritable dépeçage de la cathédrale. Boiseries, confessionnaux, autels, lambris, tableaux, stalles du chœur et des chapelles. Tout ce dont on pouvait tirer quelque argent fut dépecé et monnayé. Autels, tombeaux, clôtures du chœur, ainsi que le jubé de marbre dont les pierres se vendaient encore en 1863. Dans les mois qui suivirent, la cathédrale, définitivement fermée au culte, servit pendant 4 ans de magasin pour l'armée, d'arsenal, de magasin pour l'intendance et de prison, tandis que l'ancien séminaire de Monseigneur de Précy fut aménagé en hôpital militaire. Le 21 juillet 1798, la cathédrale Notre-Dame et ses dépendances furent vendues par l'administration à la condition d'être entièrement détruites. 6 hommes l'acquirent pour la somme considérable de 510 000 francs. Ils entreprirent aussitôt d'abattre les murs et surtout d'éventrer le sol de la cathédrale où subsistaient encore quelques tombeaux. Le 11 août 1798, on envoya la grosse cloche de la cathédrale à l'atelier monétaire de Lille pour que le métal soit réutilisé. On ne vendit pas l'église Saint-Nicolas à cause de l'utilité du clocher pour le guet en temps de guerre. 11 mois plus tard, en juin 1799, ils revendirent la cathédrale au citoyen Sagné-Ducrot, entrepreneur, pour 9 000 francs. Sagné-Ducrot tira de l'édifice une masse énorme de pierre qui servit de carrière de pierre pour l'agrandissement du port de Boulogne pendant le camp de Boulogne de Napoléon Ier. Le XVIIIe siècle se termina ainsi sur des heures sombres pour la cathédrale Notre-Dame de Boulogne. Mais le XIXe siècle verra la magnifique renaissance de Notre-Dame de Boulogne grâce à la volonté d'un homme, l'abbé Affringue.